Dans l'actualité ce soir, le gouvernement annonce des mesures d'urgence face aux rushs dans les centres de vaccination. Les horaires d'ouverture seront élargis, il y aura plus de personnel. On évoquera aussi ces interrogations au Canada où un lot de vaccins a provoqué des allergies graves. Nicolas Sarkozy retourne en banlieue et renoue avec le thème de la sécurité, un déplacement symbolique à 3 mois et demi des élections régionales. Il prône la généralisation de la vidéosurveillance, y compris aux abords des lycées. Première grève dans l'éducation depuis la rentrée. La mobilisation n'a pas fait le plein, entre 12 et 14% de grévistes selon le ministère. Quelques milliers de manifestants ont défilé à Paris. L'Allemagne ouvre la porte à ceux qu'on appelle les enfants de la guerre, nés sous l'occupation d'une mère française et d'un père soldat allemand. Ils ont connu la honte et le rejet. 65 ans après, ils sont des dizaines à demander la nationalité allemande. C'est le dossier de cette édition. Le grand déballage en Grande-Bretagne sur les mensonges de la guerre en Irak. Une commission d'enquête parlementaire a commencé ses auditions publiques. Tony Blair lui-même sera bientôt interrogé. Enfin, la contre-attaque de Raymond Domenech. Il répond vertement aux critiques de sa ministre de tutelle Roselyne Bachelot. Que chacun reste à sa place. Moi, je ne m'occupe pas de gérer un ministère, dit-il. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc ces nouvelles dispositions pour faire face au trop-plein dans les centres de vaccination contre la grippe A. Après un démarrage en douceur, on l'a évoqué dès hier, le plan du gouvernement commence à être victime de son succès. José Blanc-Lapierre, Marie Cazot. Voilà monsieur, votre bon de vaccination. 150 personnes depuis ce matin dans ce centre du 20e arrondissement de Paris. Ici on parle d'une vaccination fluide. C'est de stand en stand entre guillemets et puis voilà, 10 minutes. 10 minutes, mais beaucoup plus bien sûr quand il s'agissait de vacciner toute la famille. Depuis qu'on est rentré maintenant, 3/4 d'heure à peu près. Mais on est nombreux, vous le voyez. Et puisque tout était calme, il était même possible de se faire éditer sur place un bon de vaccination avec sa carte vitale, malgré les recommandations du ministre. Il y a besoin de réglages. Bien entendu, on va augmenter les personnels, on va augmenter les horaires d'ouverture, c'est déjà commencé. Ne vous présentez pas dans les centres de vaccination si vous n'avez pas votre bon de sécurité sociale. En revanche, dans un autre arrondissement de la capitale, certains perdaient patience. Ici, il fallait parfois attendre jusqu'à 2 heures. Parce qu'après, je ne pourrai revenir que la semaine prochaine et ça risque d'être pire, je pense. Même problème en région, avec une affluence record ici, à Poitiers. Je suis venu 2 fois la semaine dernière, j'ai fait la même chose. Là, aujourd'hui, je me suis dit, coûte que coûte, il faut rester là. Aujourd'hui, un peu plus de 500 000 Français sont déjà vaccinés. Les centres devraient fonctionner pendant 4 mois. En cas de besoin, ils devraient ouvrir plus longtemps et plus souvent. Autre information de la journée sur le sujet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a signalé en fin de matinée qu'un nombre inhabituel de réactions allergiques graves a été enregistré au Canada. Un lot de vaccins du laboratoire GlaxoSmithKline est mis en cause. Il s'agit d'allergies affectant le cœur et les poumons et qui peuvent s'avérer fatales dans certains cas. Le lot qui comporte 172 000 doses a été rappelé pour étude et l'OMS maintient sa recommandation pour une vaccination massive. Alors que faut-il en penser? Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. On se tourne vers vous. Le vaccin est-il mis en cause? Alors, comme vous venez de le dire, c'est 172 000 doses sur 7,5 millions de doses disponibles. C'est donc un rappel uniquement de lot. C'est un peu comme quand un producteur de véhicules va rappeler des voitures sorties des chaînes en juin 2009, par exemple, mais va laisser en circulation toutes les autres voitures du même type. Alors, cette mise en quarantaine, décidée par le laboratoire, tient au fait qu'il y a eu 6 réactions allergiques sévères. C'est 2 à 3 fois plus que d'habitude. Il va falloir donc disséquer ce qui s'est passé dans ces flacons, parce qu'il y a les particules du virus, il y a l'adjuvant, mais aussi une dizaine de substances présentes dans une ampoule, notamment par exemple des protéines d'œufs, puisque le virus pousse sur des œufs, et il est possible qu'accidentellement, dans un processus de fabrication, il y ait eu un petit peu trop de protéines qui soient passées. C'est une des hypothèses, et qui se serait produite ponctuellement. Ça n'est pas forcément le principe actif du vaccin qui est mis en cause. Non, non, non. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir, mais des accidents allergiques sont souvent liés justement à ce qu'il y a autour du principe actif. Alors, l'information importante, c'est que ce vaccin est produit au Canada, il est utilisé uniquement au Canada, il n'est pas exporté en Europe, donc pas exporté en France, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché chez nous, contrairement au Pandemrix, qui est le 2e vaccin du même laboratoire. Merci Jean-Daniel pour ces précisions. D'après l'OMS, en tout cas, le Canada est à ce jour le seul des 16 pays concernés par la vaccination où elle a produit de tels effets secondaires. Une vaccination qui va connaître en France une nouvelle étape. Dès demain, elle va commencer dans les lycées et les collèges. Quelles en sont les modalités? Qui va décider? Mode d'emploi avec Perrine Bonnet et Hélène Vergne à Toulouse.
Dès demain matin, c'est ici que la vaccination va se dérouler. Les élèves attendent là après avoir été cherchés par un surveillant. Ensuite, on rentre dans l'infirmerie. À l'infirmerie de l'établissement. Tout est déjà en place, les vaccins dans le frigo. Les seringues pour les moins de 18 ans, parce qu'il y a plusieurs formes de seringues, des compresses. Et la prise en charge, qui vaccine? Il y a une équipe mobile, il y a un médecin et 3 infirmières. Donc les enfants sont vus par un médecin d'abord. Après seulement, le médecin donne l'autorisation à l'infirmière de le vacciner. Quelle procédure, quel document l'élève doit-il avoir? Il faut qu'il ait en sa possession le document qui donne le consentement de la famille et la fiche médicale. 2 documents envoyés par les établissements aux parents. S'il a son livret, son carnet de santé, c'est bien, mais ça n'est pas indispensable. S'il a le bon de vaccination, c'est bien, mais ça n'est pas indispensable. 5 millions de lycéens et collégiens sont concernés par cette vaccination. De la grippe, vous en avez entendu parler de la grippe? Oui. Pourquoi vacciner les enfants? Les enfants et les adolescents sont parmi les premières victimes de la grippe et parfois peuvent présenter des situations un petit peu aiguës, un peu graves. Ce groupe-là constitue en quelque sorte un réservoir de virus, en tout cas un milieu dans lequel le virus circule très facilement. Quel vaccin sera utilisé? Le Pandemrix, un vaccin avec adjuvant. Le non adjuvanté est réservé aux moins de 2 ans. Dernier point, si vous avez donné votre accord pour la vaccination de votre enfant, mais que celui-ci refuse à la dernière minute, c'est lui qui gagne. Il ne sera pas vacciné contre sa volonté. Deuxième titre de l'actualité, le retour de Nicolas Sarkozy en banlieue, déplacement rare et donc symbolique. Le président de la République réactive le thème de la sécurité. Il se prononce notamment pour la généralisation de la vidéosurveillance. Alix Bouillaguet, Olivier Martinez. Depuis son passage houleux sur la dalle d'Argenteuil en 2005, Nicolas Sarkozy n'échappe jamais à la question: est-ce son grand retour en banlieue? Épinay-sur-Seine, première étape du président, et ce n'est pas un hasard, la ville est la plus surveillée de Seine-Saint-Denis. Et vous avez combien de caméras? Donc on a 60 caméras sur la ville d'Épinay-sur-Seine, dont certaines financées par des... 60 caméras aujourd'hui, 22 de plus prévues en 2010. Pour le chef de l'État, c'est une réponse à la délinquance. Il souhaite même le triplement de la vidéosurveillance. Des trafics de flics et il y a des braquages. Parce que quand même, y aller avec la Kalachnikov, c'est quand même pas mal. C'est quand même un peu plus courant. Pour Nicolas Sarkozy, la priorité, c'est aussi la lutte contre le trafic de drogue. Une 50aine d'agents du fisc va être déployée dans les quartiers sensibles. Leur mission, observer à la loupe les comptes des trafiquants présumés. On va même changer les règles sur les signes extérieurs de richesse et de train de vie. Comme ça, tous ces messieurs qui ne travaillent pas et qui ont des belles voitures auront à s'en expliquer. Hein ? Ce matin, Nicolas Sarkozy a endossé la panoplie du tout sécuritaire et rejoue au passage un air déjà entendu. Tolérance, 0. Et encore 0. Et ceux que ça gêne, la vidéosurveillance, qu'ils assument leur gêne devant les Français. Moi, ce qui me gêne, c'est que des gens cagoulés puissent franchir les grilles d'un établissement pour aller frapper et mettre la violence dans cet établissement. Ça me gêne. Le chef de l'État aura passé la matinée en Seine-Saint-Denis dans des rues quasi désertes. Pour certaines associations, c'est un vrai faux retour en banlieue. C'est pas ce que j'appellerais venir en banlieue. Je dirais venir en banlieue, c'est d'aller dans les quartiers, d'être à la rencontre des jeunes, des habitants. C'est ça de venir en banlieue. Et c'est pas de venir en périphérie des quartiers sensibles. Nicolas Sarkozy et les quartiers sensibles, ou l'éternel casse-tête du mandat du président. Bonsoir Alexandre Cara, vous êtes en direct de l'Elysée. Il y a aussi dans ce déplacement une dimension politique et même électorale très claire à 3 mois et demi des régionales. Oui, absolument David. S'il s'agit d'un retour en banlieue pour le président de la République, il s'agit surtout d'une entrée en campagne pour Nicolas Sarkozy. Alors s'il endosse de nouveau ce costume de super flic, ce n'est pas un hasard, c'est parce que la sécurité est son thème fétiche. Il pense même qu'il s'agit du thème le plus fédérateur pour l'électorat de droite. Alors face à la dégradation des chiffres de la délinquance et à quelques mois des régionales, Nicolas Sarkozy vient au secours de Brice Hortefeux, son ami, le ministre de l'Intérieur. C'est une manière aussi de rassurer un électorat de droite quelque peu déboussolé ces derniers temps par les récentes polémiques. Enfin, il s'agit bien sûr de séduire les électeurs du Front National, un électorat très sensible aux questions de sécurité et qui déjà en 2007 avait largement voté pour le candidat Nicolas Sarkozy.
Alexandre Carra à l'Elysée. Merci Alexandre pour cette analyse. Deux réactions politiques. Bruno Le Roux pour le Parti Socialiste dénonce l'instrumentalisation du thème de l'immigration et une visite en coup de vent. Le Front National parle de gesticulation électoraliste et de poudre aux yeux. Alors ce déplacement intervient aussi alors que depuis quelque temps, on vient de l'entendre, et si l'on accepte les tout derniers chiffres du mois d'octobre, la délinquance et notamment les violences contre les personnes sont reparties à la hausse. Exemple, certaines lignes de la SNCF sont devenues les cibles d'agressions répétées. La violence fait partie du quotidien. C'est le cas du train Paris-Beauvais. Enquête Fanny Stenler, Jean-Marc Nouknouk. Ce soir, dans le Paris-Beauvais, tout est paisible. Mais ce n'est pas toujours le cas. En 8 jours, 7 contrôleurs ont été agressés. C'est une des lignes les plus sensibles du réseau nord de Paris. Ces passagers sont nombreux à avoir été victimes ou tout simplement témoins d'actes d'incivilité dans ces wagons. Il y a toute une bande de gamins qui ne payent pas leur train, qui ne respectent pas les gens, qui fument. Ça devient pas banal, mais pratiquement, oui. Puisque personne ne va parler, personne ne va oser dire quoi que ce soit. Parce qu'après... Après, c'est à vous qui s'en prennent. Bah oui. Donc autant se taire. Il y a un train en particulier qui fait RER pendant 1h30 et il y a des moments où on se sent seul dans le wagon, donc c'est vrai qu'on ne se sent pas très à l'aise. Ces agressions se déroulent pratiquement toutes au même endroit, ici en gare de Méru. Un arrêt entre Paris et Beauvais, en apparence tranquille, mais qui est pourtant redouté par l'ensemble des contrôleurs de la ligne. C'est un coupe-gorge, c'est organisé, ils savent à l'avance qu'on arrive à Méru, ils tirent le signal d'alarme à Méru et là c'est le déchaînement de violence. Il y a un des contrôleurs qui a été tabassé à coups de barre de fer, qui a été retrouvé inconscient, inanimé sur le quai ici. Un autre qui a été tabassé à coups d'extincteur. Il y a 10 jours, ce contrôleur a été caillassé par une trentaine d'agresseurs. Il est 8 h du soir, 5 agents de police sont présents. Arrivé en gare de Méru, une bande attend le train. Ils sautent sur les voies et visent le contrôleur avec le ballast, ces cailloux disposés entre les rails. Pour que le train ne reparte pas, ils ont tiré le signal d'alarme. Tout le ballast s'est dirigé vers moi. J'ai pu me coucher pour en éviter deux. Et puis j'ai réussi à fermer mes portes plus ou moins, quoi. Et puis donc quand la porte s'est fermée, là, le ballast est arrivé au même moment sur les vitres et ça a explosé la vitre qui était juste devant moi. Depuis cette série d'agressions, des patrouilles supplémentaires de policiers et de gendarmes sécurisent les trajets. Sinon, les contrôleurs refusent de faire partir les trains. Conséquence de ces incidents, un trafic largement perturbé et des passagers à cran. J'ai mon patron, il commence à gueuler sur Paris. Votre patron, quoi ? Il commence à crier, il dit comme ça, j'en ai marre des retards. Et voilà, le jour qu'on se fait licencier, qu'est-ce qu'on fait ? Les policiers seront présents jusqu'à la fin de l'année sur la ligne Paris-Beauvais. Une solution provisoire, le temps que la SNCF trouve une réponse sur le long terme. On en vient à cette décision de l'Allemagne d'ouvrir la porte à ceux qu'on appelle les enfants de la guerre. Ils ont aussi connu des surnoms plus lourds à porter, les enfants de la honte notamment, ou les enfants maudits. Ils sont nés durant la dernière guerre, sous l'occupation d'une mère française et d'un père soldat allemand. Ils seraient 200 000. Et 65 ans après, le gouvernement allemand s'est dit prêt, il y a quelques mois, à leur accorder, pour ceux qui le souhaitent, la nationalité comme une forme de reconnaissance. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Christian Autin, Philippe Jasselin, Ziden Berkous. Je suis très heureux de vous présenter maintenant votre acte de naturalisation. Voici. Pierre Mellet vient d'obtenir la nationalité de son père. Après toutes ces années d'humiliation, il est aujourd'hui fier d'être allemand. Et puis je suis très heureux maintenant d'être un Allemand et un Français à la fois. C'est un cadeau. J'ai un papa et une maman maintenant, parce qu'en fait je n'ai qu'une maman. Pierre Mellet est né en 1941 d'une mère française et d'un père allemand. Officier dans la Wehrmacht, celui-ci est arrivé en France, comme des milliers de soldats, après la défaite de juin 40. Entre cette armée et la population française, des liens intimes vont se nouer. Au total, quelques 200 000 enfants seraient nés de ces unions franco-allemandes. À la Libération, les femmes accusées de relations sexuelles avec l'ennemi sont tondues en public et leurs enfants rejetés. Je crois qu'elle aurait été heureuse quand même, que je suppose, qu'elle voie aujourd'hui ce qui se passe, ce que je suis en train de vivre. Ce lourd secret, Erwin Grinsky, né en 1944, l'a partagé toute sa vie avec sa mère, aujourd'hui décédée. De son père qu'il n'a jamais connu, il ne sait que peu de choses. Sa mère l'a rencontré alors qu'elle était interprète au service de l'occupant. Tout ce que je savais, c'est que mon père il était infirmier dans la Croix-Rouge allemande, c'est tout. C'est tout ce que
les bribes que ma mère de temps en temps le sortait. Moi je ne me faisais pas de soucis, hormis qu'à l'école, bien sûr, on me traitait de saloboche. Et vous saviez pourquoi on vous traitait de saloboche? Parce que blond aux yeux bleus, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? J'ai trouvé ça dans ce qu'on Mais un autre mystère entoure sa naissance. un portefeuille. Erwin Grinski est né dans une drôle de maternité, à La Morlaye, dans l'Oise, comme l'indique son extrait de naissance. Un château appartenant au chocolatier Meunier. Moi, je connaissais le nom de chocolat, Meunier, c'est tout, mais le château, je n'ai aucun souvenir, j'étais trop petit. Je suis né là-bas, c'est tout, c'était une clinique, oui, c'était une clinique d'accouchement, une maternité comme une autre. En fait, une clinique très spéciale. Dans ce manoir de La Morlaye, les Allemands avaient installé en 1943 un Lebensborn, une maternité nazie, la seule à avoir existé en France. Ici, des femmes célibataires enceintes d'officiers SS pouvaient accoucher à condition d'y abandonner leur enfant. Des lieux tenus secrets à l'époque, comme nous l'indique ce témoin. Il n'y avait rien qui transpirait, il n'y avait personne de La Morlaye qui venait ici, il n'y avait personne de Chantilly qui venait ici, c'était top secret. Alors ils avaient monté un haras, si vous voulez, où ils fabriquaient des humains avec des Ariens blonds, grands, aux yeux bleus, et avec des femmes qui étaient du même acabit. C'est tout ce qu'on savait. Créés en 1935, les Lebensborn devaient fabriquer la future élite du Troisième Reich, des enfants de race aryenne. Ces nurseries SS ont essaimé dans plusieurs pays d'Europe, essentiellement en Allemagne et en Norvège. Du Lebensborn de La Morlaye, aucune archive ne subsiste aujourd'hui, sauf ce télégramme des autorités allemandes ordonnant son évacuation en août 1944 face à l'avancée des Alliés. Erwin Grinski, lui, avait déjà pris la fuite dans les bras de sa mère. De son passé, cet enfant de la honte ne veut garder que cette image de bonheur, celle de ses parents unis. Je ne suis pas un enfant naturel, je suis un enfant de l'amour. La différence, elle est là, pour moi. 65 ans après, les plaies sont toujours à vif. Sur cette question longtemps taboue, seul un petit nombre de ces enfants de la guerre acceptent aujourd'hui de briser le silence. L'actualité sociale, l'éducation a connu aujourd'hui sa première grève depuis la rentrée, grève contre les suppressions de postes et les réformes du gouvernement. La mobilisation est restée limitée. Le ministère a compté entre 12 et 14% de grévistes. Mallory Aounou, Dominique Bonnet. Des enseignants, des étudiants, mais aussi des lycéens, nombreux dans les cortèges. Ce premier mouvement national depuis la rentrée suit de près les annonces sur la réforme du lycée. Pourtant, ce n'est pas elle qui cristallise les débats. Le gouvernement essaye de masquer les vraies questions avec une réforme pour la forme, mais met en place dans le dos des lycéens les suppressions de postes et le démantèlement de la carte scolaire. Premier mot d'ordre donc, la fin des suppressions de postes. Presque 50 000 entre 2007 et 2010. Mais aussi l'amélioration des conditions de salaire, de travail. Et de la maternelle à l'université, une réforme est unanimement rejetée, celle de la formation des maîtres. Elle prévoit leur recrutement à Bac+5, mais délaisse selon eux la pratique professionnelle. On estime qu'on doit au moins avoir une année de stage et de formation à temps complet et en alternance également, puisqu'il faut aussi qu'on soit en école. À défaut de mobilisation massive, les syndicats parlent d'avertissement. Un tiers de grévistes selon eux, 2 fois moins selon le ministère. Quoi qu'il en soit, certaines familles, comme ici à Toulouse, ont dû s'organiser pour garder les enfants. Le service minimum d'accueil continue de connaître des ratés. Et puis, nouvelle grève et nouvelle manifestation aussi à la Poste contre le changement de statut. Image ici de Bordeaux, le taux de grévistes était de 14% aujourd'hui. Toujours dans l'actualité sociale, nous le laissions entendre dès hier. Le Sénat a rejeté la nuit dernière en séance plénière l'amendement qui ramenait à 19,6 le taux de TVA dans la restauration. Le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, parle d'un avertissement adressé au secteur. L'actualité à l'étranger, d'abord ce carnage dans le sud des Philippines. 46 personnes
personnes, dont 14 femmes, enlevées par un groupe armé, ont été retrouvées criblées de balles, le corps criblé de balles. Un attentat lié à des rivalités politiques entre clans. Parmi les victimes, 12 journalistes qui accompagnaient l'épouse d'un candidat aux élections locales. L'état d'urgence est décrété dans toute la région. Les organisations de défense des journalistes dénoncent un acte de barbarie. En Grande-Bretagne, Tony Blair et les travaillistes sur la sellette. C'est une vaste introspection qui a débuté aujourd'hui. La commission d'enquête sur la guerre en Irak a commencé ses auditions. Il s'agit de savoir s'il y a eu mensonge délibéré sur la présence finalement démentie d'armes de destruction massive. L'ancien Premier ministre lui-même sera entendu. Des manifestations, vous le voyez, étaient organisées devant le Parlement. Bonsoir Jacques Cardos, vous êtes en direct à Londres. C'est un grand déballage qui commence. Bonsoir David. Oui, alors certains diront, David, que c'est la 5e commission du genre, qu'elle intervient bien tard, 6 ans après les faits, et qu'on parle ici bien plus d'Afghanistan que d'Irak. Oui, mais voilà, personne ne pourra échapper à cette commission, que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit haut responsable des services de renseignement à l'époque, ou que l'on soit, vous l'avez dit, Premier ministre, puisque en janvier prochain, ici même, Tony Blair viendra s'expliquer. On s'en souvient, c'est lui qui, à l'époque, avait dit, avec George Bush, qu'il fallait envoyer des troupes britanniques en Irak, au nom, vous vous en souvenez, des fameuses armes de destruction massive, décision prise avec George Bush. Même Gordon Brown, l'actuel Premier ministre en exercice, pourrait être entendu, tout comme Jack Straw, ministre à l'époque des Affaires étrangères. Personne ne pourra échapper à cette commission, mais attention, il ne s'agit pas d'un tribunal, il n'y aura pas de sanctions. La commission a 1 an pour rendre ses travaux. Mieux, elle se réserve le droit de suspendre la diffusion de ses travaux, comme quoi, en matière de sécurité nationale, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Jacques Cardos à Londres. Merci Jacques. Il est 20h19. Restez avec nous. À suivre, du bricolage à la science. La haute mer est-elle l'avenir des éoliennes? À 2 semaines du sommet de Copenhague, on découvrira la plus grande installation du monde au large du Danemark. Supplément de fin d'année, rubrique dans les journaux. L'horoscope est devenu un produit de grande consommation. Mais qui les écrit? Notre enquête dans un instant. Et puis le coup de sang de Raymond Domenech. Que chacun reste à sa place, répond le sélectionneur aux critiques de sa ministre de tutelle, Roselyne Bachelot. D'abord donc l'avenir des éoliennes. En France, vous le savez, elles ne font plus l'unanimité. Récemment par exemple, le département du Pas-de-Calais a demandé un moratoire sur leur construction, trop bruyante, trop voyante selon les élus. Alors les installations en pleine mer sont-elles la solution? Eh bien le Danemark a fait ce pari. Il a installé au large de ses côtes le plus grand parc de la planète. Envoyés spéciaux Frédéric Monteil, Frédéric Faure. Notre hélicoptère vole depuis 10 minutes. Et voici Nusted, un des plus grands parcs d'éoliennes au monde. Elles sont 72 à dominer la mer à 110 mètres de hauteur. De quoi alimenter une ville de 145 000 habitants. De la côte, on les distingue à peine, mais les Danois ont choisi ce site pour une bonne raison. Le vent y souffle 11 mois par an. Les éoliennes produisent 50% d'énergie en plus si on les place en mer. Par ailleurs, comme les gens en général ne sont pas franchement d'accord pour qu'on les installe dans leur jardin, alors forcément, c'est mieux au large. Des parcs comme Nusted, les Danois en ont déjà bâti 9. Un record mondial. 3 autres projets encore plus grands devraient bientôt voir le jour. L'éolien, c'est d'abord une bonne affaire. La moitié de la production mondiale est danoise. 20 000 emplois créés, comme ici, chez Vestas. Le plus grand fabricant danois installe une éolienne dans le monde toutes les 3 heures. Voici la pale la plus vendue. Elle mesure 44 mètres de long. Et à son extrémité, en plein vent, la vitesse peut atteindre 250 km/h. Ces pales, en fibres de verre et carbone, sont conçues pour résister aux plus fortes tempêtes. Mais leur installation relève du casse-tête. Il faut choisir un fond plat de 5 à 10 mètres de profondeur, quitte à le ratisser à la main. Ensuite, il faut enfouir d'énormes socles en béton dans la mer. L'assemblage des géantes se fait uniquement par temps calme, au millimètre près. Enfin, les éoliennes sont reliées entre elles par un câble sous-marin. Bref, elles coûtent 2 fois plus cher que les éoliennes terrestres. Si un jour on parvenait à résoudre le défi du coût, si on pouvait rendre aussi bon marché l'implantation en mer que sur terre, alors la situation serait différente. Mais aujourd'hui, les éoliennes offshore restent encore beaucoup trop chères.
Pourtant, même à plus de 4 millions d'euros l'éolienne en mer, le gouvernement danois mise plus que jamais sur le vent. Question d'indépendance, question d'écologie aussi, car elles évitent de rejeter 6 millions de tonnes de CO2 par an et de brûler du charbon dans les centrales. Que ce soit sur terre ou sur mer, le Danemark compte 5400 éoliennes. Elles représentent ici 20% de l'électricité produite. En France, c'est seulement 1%. Et hier, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, a publié une étude selon laquelle la concentration de la plupart des gaz à effet de serre atteint des niveaux records qui se rapprochent du scénario pessimiste des scientifiques. On aura l'occasion d'en parler demain. Retour en France maintenant avec le triomphe de l'astrologie. On dit que l'époque est rationnelle, mais l'horoscope est partout, dans les journaux, dans les suppléments en cette fin d'année et aussi sur Internet où les sites sont innombrables. C'est un secteur économique profitable. Alors comment sont fabriquées ces prévisions? La face cachée de l'horoscope, enquête Vivien Roussel, Catherine Ferron. Alors Vierge, vous vous sentirez bien. Alors ça c'est vrai. C'est vrai que je me sens bien. J'ai du fric. Ça me déplaît pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. On essaie d'y croire, surtout quand c'est des bonnes choses. J'avais une entorse de genou, ça met en très bonne forme. Chaque matin, un Français sur 4 se plonge dans l'horoscope. Et qu'importe si ce jour-là, pour le même signe, on peut lire tout et son contraire. Poisson, vous vous entendez bien avec tout le monde. Un rien vous hérisse le poil. Vierge, vous entourez votre petite famille d'amour et d'affection. Vous faites le vide autour de vous. Derrière ces quelques prédictions, travaillent des gens qui se disent astrologues. Christinas prédit votre avenir depuis 30 ans. À la radio, dans les magazines, sur Internet, 100 000 livres vendus par an. Un business considérable qu'elle justifie par son approche dite scientifique. Je prends les positions astrales du jour, telles que nous les donnent les éphémérides. Je reporte ça sur mon logiciel. Et partant de là, j'interprète les figures que les planètes font à la fois entre elles et avec chaque signe. C'est un vrai boulot, un vrai travail à la base sur lequel vient se greffer l'intuition de l'astrologue. Au même moment, Émilie invente des horoscopes à la chaîne pour des sites internet, des journaux gratuits, 350 € par mois, pas de contrat, payé au noir, une industrie lucrative. C'est un mensonge, puisque je les fabrique sans aucune aide d'une astrologue quelconque, ou aucune prédiction. Je sais même pas ce que je vais écrire avant de commencer. En fait, j'écris, j'ai une idée, et au fur et à mesure, je construis ma phrase. Son secret de fabrication, être positive et dire la même chose sans en avoir l'air. Il y a des mots qui reviennent tout le temps, il y a des images, enfin des phrases types qui reviennent tout le temps. Il suffit juste de changer quelques mots dans la phrase pour avoir un nouvel horoscope. Vrai ou fausse, ces quelques phrases ont leur importance. Pour les diffuseurs, l'horoscope est capital, même sa place dans le journal n'est pas laissée au hasard. L'horoscope doit sauter aux yeux, comme la météo, comme l'info principale. L'info principale, on sait qu'elle est à la une. La météo, on sait qu'elle est à la fin avec l'horoscope. Et ça, c'est essentiel. Tous les journaux quotidiens n'ont pas de rubrique astrologie. Mais dans ce journal populaire, on parie volontiers sur l'horoscope, même s'il n'a aucun fondement journalistique. L'horoscope est quelque chose qui fédère. On y croit, on n'y croit pas à l'horoscope. Il n'empêche qu'à la machine à café, tout le monde en parle. Et tout le monde va dire, c'est quoi ton signe aujourd'hui? Tiens, je vais te dire, t'es Lion, t'es Gémeaux, t'es Capricorne. Un dossier horoscope ou un magazine spécial astrologie et c'est le boom des ventes assurées. En moyenne, une hausse de 20%. Impossible d'enlever l'horoscope. Je pense que c'est une des rubriques, sans forcément que les gens se l'avouent toujours, mais qui est le plus lue. Quand on fait des études, ils nous le disent carrément. C'est-à-dire que c'est lu à 60-65%, ce qui est énorme. Ça veut dire que sur 10 millions de personnes, puisqu'on en a quand même 10 millions, vous voyez combien ça fait de personnes qui lisent leur horoscope par semaine? En ces temps de crise de confiance, l'horoscope a un avenir radieux devant lui. Et ça, au moins, ce n'est pas écrit seulement dans les étoiles. Le match France-Irlande n'en finit pas de faire des vagues. Aujourd'hui, c'est Raymond Domenech qui contre-attaque. Il répond vertement aux critiques de sa ministre de tutelle, Roselyne Bachelot, que chacun reste à sa place. Moi, je ne m'occupe pas de gérer un ministère, dit-il. Julien Benedetto. Vilipendé par la presse, désavoué par l'opinion publique, Raymond Domenech contre-attaque sur le site internet de l'Express. Sa cible, Roselyne Bachelot. Juste après France-Irlande, la ministre de la Santé et des Sports avait taclé le sélectionneur.
Ma foi, il faut vraiment qu'il retravaille tout ça. Hein, s'il veut les emmener en Afrique du Sud, j'ai envie de lui dire, Raymond, il faut vraiment que tu te mobilises. Madame Bachelot me demande de me mobiliser. Moi, je ne m'occupe pas de gérer un ministère, je ne m'occupe pas de la santé. Si c'est tout ce qui inquiète Madame Bachelot en France, qu'elle se rassure, je suis mobilisé. Ironique et entêté, malgré le torrent de critiques, il n'a pas l'intention de quitter son poste. Jamais je n'ai démissionné, jamais je ne démissionnerai. Plus la pression est forte, plus je suis motivé. Partir maintenant n'aurait aucun sens, ce serait donner raison à mes détracteurs. À 7 mois du voyage en Afrique du Sud, Raymond Domenech est déjà champion du monde de joute verbale. Du rugby, on connaît la composition de l'équipe de France qui va affronter les All Blacks à Marseille. Il y a 7 changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Afrique du Sud. Chabal est titularisé en deuxième ligne. On retrouve Ouedraogo, Bonner et Marconnet à l'avant, Josion et Marty au centre. À l'aile, Maxime Médard, match à suivre bien sûr en direct sur France 2 samedi à partir de 20h45. Cinéma avec la sortie demain du film Une affaire d'État avec André Dussolier notamment. C'est une enquête criminelle sur fond d'espionnage politique et de relations troubles entre la France et les réseaux africains. Marie-Jo Jouan, Jean-Jacques Le Garec. L'explosion d'un avion chargé d'armes au-dessus du golfe de Guinée. Une call girl de luxe retrouvée assassinée dans un parking. Des milliers de kilomètres séparent ces deux événements et pourtant, de quoi mettre à mal Victor Bornand, conseiller du président, officieux Monsieur Afrique. Ces armes, vous me les vendrez, que vous le vouliez ou non. Mitterrand, on pense immédiatement à Grossouvre qui s'était suicidé à l'Élysée. Ça avait beaucoup frappé l'opinion. Les personnages de l'ombre qui sont obligés de résoudre des problèmes inextricables au profit des États sans que le public soit au courant, de façon occulte. Si tout va bien, tant mieux pour eux. Si ça va mal, ils sont sacrifiés. Sacrifiés au nom de la raison d'État, meurtre, trahison, de la politique fiction, orchestrée par un cinéaste nostalgique de la grande époque du polar. Je sens ce côté un peu déliquescent des polars français de la fin des années 70. Et pas de polar sans figure policière. Là, c'est une femme, une inspectrice tenace qui risque de se brûler les ailes en s'approchant sans le savoir des sphères du pouvoir. Ce qui m'a guidée, c'est de me dire que cette fille est vraiment cette lumière dans toute cette noirceur et dans tous ces personnages qui sont tous des personnages doubles, des personnages qui se plantent des couteaux dans le dos. Thriller haletant pour les uns, affaire d'État à décrypter pour les autres, à chacun d'y trouver sa propre lecture. Le premier qui a la peau de l'autre a gagné. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle, l'un des principaux titres, c'est demain le coup d'envoi de la campagne de vaccination dans les lycées et les collèges, pour les élèves bien sûr qui sont volontaires. Au Canada aujourd'hui, l'OMS a signalé qu'un lot de vaccins avait provoqué des allergies graves. L'étude est en cours. Le principe actif des vaccins n'est pas forcément en cause. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko qui nous promet les derniers instants de douceur. Il faut en profiter. 20h35, on en parlait hier. Mourir d'aimer de José Dayan avec Muriel Robin, suivi d'un débat sur les amours interdits avec Christophe Ondelat. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.